Très bien, donc notre thème d'aujourd'hui, la routine quotidienne, comment mettre en place une pratique quotidienne, pourquoi, de quelle façon, quelles sont les bonnes astuces, les bonnes techniques à choisir. En introduction à ce sujet, la première chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est pourquoi est-ce qu'on va faire cette pratique quotidienne? Et la réponse est relativement simple. C'est qu'à partir du moment où on veut de la profondeur, il va falloir revenir de façon régulière à un sujet, peu importe le sujet. Donc, cette question de pratique quotidienne, elle est valable dans la De Rose méthode, mais elle est valable dans quasiment n'importe quelle discipline. À chaque fois que vous avez ressenti de la profondeur dans quelque chose, vous l'avez fait de façon très régulière, que ce soit en piano, en tennis, en saxophone, en amitié éventuellement, en amour. Toutes les choses qu'on a faites de façon profonde, avec une intensité, où on a découvert des choses, on les a fait de façon extrêmement régulière. Et donc, de la régularité avec laquelle vous faites votre pratique va donner directement la profondeur avec laquelle vous vivez ces techniques. Si vous demandez à un prof de piano à quelle fréquence il faut jouer du piano, parce que la réponse va être exactement la même dans notre cas. Il va vous dire que ça dépend de quel est votre objectif. Si vous voulez devenir un grand pianiste, la réponse évidemment va être qu'il faut jouer quotidiennement, plusieurs heures par jour. Si vous voulez être un bon pianiste, il va vous dire qu'il faut jouer quotidiennement, mais peut-être 15 minutes, 30 minutes par jour. Si vous voulez juste vous faire plaisir en piano, il va vous dire que si vous jouez 1 ou 2 fois dans la semaine, vous allez vous faire plaisir. Par contre, il va vous dire, ce même prof de piano, il va dire que si vous jouez moins d'1 fois par semaine, votre progression va être très linéaire, très peu concrète. Et dans notre cas, c'est exactement la même chose. Si vous me posez la question à quelle fréquence je dois pratiquer, ça dépend uniquement de quel résultat vous voulez obtenir. Je ne parle pas forcément résultat dans le sens palpable dans notre cas, puisque c'est un travail d'évolution, de croissance, mais à quelle profondeur vous avez envie de vivre ça. Donc, il y a vraiment la première recommandation de base pour l'élève débutant, c'est au moins 2 fois par semaine. Si vous arrivez à inclure cette routine de 2 fois par semaine, ça fonctionne. Et là, je vous parle de l'expérience de centaines et de centaines d'élèves sur mes 12 dernières années, 12, 13, ça fait 13 ans que je connais la De Rose méthode. Donc, j'ai observé beaucoup de gens le faire. Et nos élèves qui font moins de 2 fois par semaine, en général, ne continuent pas dans la durée. À partir du moment où ils font 2 fois par semaine, ils ressentent des effets, tous, 100% d'entre eux, et ils vont avoir tendance à le faire dans la durée. Donc, si c'est ça votre objectif, de dire je viens parce que je cherche à me sentir bien, je cherche les effets de la pratique, faites-le à peu près 2 fois par semaine et ça va fonctionner. En étant bien concentré, en faisant une bonne pratique, que ce soit une pratique de 30 minutes ou d'1 heure. Bien sûr, 2 pratiques d'1 heure va avoir un effet plus profond. Si c'est 30 minutes, 2-3 fois dans la semaine va fonctionner. Et tout l'intérêt de notre discussion aussi aujourd'hui, c'est que vous allez avoir tous les outils pour le faire aussi par vous-même. Et du coup, les jours où éventuellement vous faites 1-2 pratiques dans la semaine et vous voulez compléter, vous allez pouvoir avoir le guide pour pouvoir faire ça de façon autonome. La façon dont on transmet les outils, vous remarquerez que ce n'est pas seulement à travers l'atelier d'aujourd'hui, on essaie toujours de vous transmettre les outils pour que vous soyez autonome. C'est un peu l'anti-marketing. On pourrait au contraire vous obliger à venir faire les cours avec nous. Nous, c'est le contraire. Notre objectif, c'est que vous appreniez le plus possible, que vous soyez capable de tout faire par vous-même et que vous veniez dans le cours d'une certaine façon juste par plaisir. On a envie de se voir, on va faire un cours ensemble. Si on veut simplement les techniques purement, on va essayer de vous les transmettre de la façon que vous soyez le plus autonome possible. Le cours, lui, il a une autre vibe, une autre dynamique. On apprend ensemble, on avance ensemble. C'est vraiment l'envie de partager un moment ensemble. Mais sinon, en termes pratiques, techniques, vous allez assez rapidement, au bout de quelques mois, avoir tous les outils pour le faire par vous-même. Je vais vous expliquer dans un premier temps comment fonctionne la pratique. Quelle est son organisation? Ceux qui ont déjà plus de temps d'expérience, 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience, vous m'avez sans doute déjà entendu évoquer ces sujets et je vous demande pardon pour la répétition. Si vous l'avez déjà entendu 2-3 fois, c'est que pour ma part, je l'ai déjà dit 20 ou 30 fois, donc ne vous inquiétez pas. On va toujours apprendre de nouvelles choses et découvrir de nouveaux détails. Donc, comment fonctionne la structure de notre pratique? Que ce soit une pratique débutante
ou une pratique complète. La pratique complète a 8 groupes de techniques, la pratique débutante en a 5 à peu près. Elle va toujours être structurée de la même façon. Après, on va pouvoir jouer avec les techniques une fois qu'on connaît bien cette structure-là. Donc, le début d'une pratique, généralement, va faire en sorte que vous soyez dans un état plus stable, plus apaisé. C'est-à-dire le début de la pratique, c'est l'apaisement. Apaisement, stabilité. Pour les élèves qui sont déjà au cours intermédiaire, Mudra et Puja, c'est nos 2 premières techniques qui vont créer l'introduction. Pour les débutants, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande généralement de fermer les yeux, de commencer à amener l'attention. On fait déjà poser les mains parfois dans un geste. On commence déjà à se concentrer. Au lieu d'être dispersé, d'avoir l'attention dans toutes les directions, on essaye de rentrer dans un état plus stable. Parce que tout ce que vous allez faire derrière, si vous êtes dans un état plus stable, va être plus profond, plus intense. Si vous êtes dispersé, que vous faites exactement les mêmes techniques, le résultat sera relativement faible. Si vous êtes attentif, présent, que vous avez tourné votre attention à l'intérieur de vous-même, là, on va commencer à avoir un travail qui est intéressant. Donc, la première partie de la pratique, d'une certaine façon, c'est cet apaisement, cette stabilité, cette intériorisation qu'on va rechercher. Deuxième partie de la pratique débutante, la respiration. Et on rajoute, pour le cours intermédiaire, on rajoute les mantras, les vocalisations qui vont nous préparer à la respiration. Donc, la logique, c'est que dans un premier temps, on amène un état de stabilité. Ensuite, on va stimuler le corps. C'est notre objectif principal. La finalité de ces techniques, de toutes les techniques, c'est d'atteindre un haut niveau de concentration. Sauf que pour atteindre un haut niveau de concentration, vous avez besoin d'être en grande forme. Vous avez besoin d'être éveillé. Vous avez besoin de vous sentir bien. Donc, on va stimuler le corps pour qu'à la fin, on soit dans cet état d'éveil. Et on va le stimuler d'abord par les techniques de respiration. Je vous donnerai ensuite des indications sur comment pratiquer chacune des techniques quand vous construisez votre pratique. Là, je donne d'abord la structure générale et après, on rentrera dans chaque technique pour voir comment vous pouvez les faire par vous-même. Après la respiration, d'une certaine façon, stimule votre corps au niveau énergétique, à un niveau plus subtil. Le corps est arrêté, est stable, et on amène plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'oxygène dans le corps. Donc, c'est une stimulation dans un sens plus subtil. Juste après, on va faire une stimulation dans un sens plus dense, plus physique. Donc, juste après la respiration, il y a les techniques corporelles. Pour ceux qui ont fait que des cours de 30 minutes jusque-là, vous aurez accès prochainement, il suffit de me demander l'accès, je vais vous donner l'accès prochainement au cours d'1 heure aussi. Dans les cours d'1 heure, vous avez cette logique plus développée. On commence déjà à le faire dans les cours de 30 minutes, mais dans le cours d'1 heure, c'est là qu'on a l'ensemble des techniques. Donc, on passe ensuite aux techniques corporelles. Juste avant les techniques corporelles, on fait la technique de purification, nettoyage des organes internes, nettoyage du ventre, nettoyage des yeux, nettoyage des sinus. On a plusieurs techniques de purification qui vont préparer le corps aux techniques corporelles. On a vraiment une logique d'enchaînement de chaque technique, l'une qui prépare à l'autre. Respiration va nous amener plus d'énergie. Purification va nous permettre de stimuler le corps et de l'amener dans les conditions idéales pour les techniques corporelles. Ensuite, on fait les techniques corporelles, force, souplesse, équilibre. Et ensuite, on passe à la décontraction. Décontraction profonde avec la visualisation. Et on finit par la technique de concentration-méditation. Donc, quelle est la logique dans tout ça? D'abord, on a créé une introduction, on s'est mis dans les bonnes conditions. Ensuite, on stimule le corps, on stimule, on stimule, on stimule. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va mettre la décontraction pour assimiler les effets de la pratique. Donc, relaxation profonde vous permet d'assimiler. Vous avez vécu quelque chose d'intense, vous avez besoin d'un temps pour que ça s'inscrive à l'intérieur de vous. Donc, une pratique faite avec la décontraction ou sans la décontraction, on n'obtient pas du tout les mêmes effets. Sinon, c'est comme si on avait créé toutes les conditions pour stimuler, mais les effets ne vont pas se manifester pleinement parce qu'il n'y a pas d'espace. On avait beaucoup de bonnes intentions, mais on ne laisse pas d'espace, de place pour que la chose se fasse. Donc, c'est très intéressant d'enchaîner stimulation, stimulation, décontraction. Remarquez que c'est souvent comme ça que vous agissez aussi au quotidien. Vous avez couru pendant 1 heure, derrière, vous avez envie de vous reposer, de laisser un temps pour que les choses se manifestent, s'installent. Le bien-être s'installe grâce à la décontraction après. Si vous courez et que juste derrière, vous allez vous stresser ou faire une autre activité dynamique,
le rendement que vous allez obtenir de votre activité n'est pas du tout la même. Donc, il y a cette intelligence de stimuler, stimuler, décontraction. On se décontracte, les effets de la pratique émergent, et là, on est dans l'état idéal pour entraîner la concentration. Je vous ai dit que notre objectif, c'est d'arriver à un haut niveau de concentration et un jour à l'état de méditation. À la fin du mois, on aura un atelier de la respiration à la méditation. On ira profondément dans cette logique de voir qu'est-ce que c'est que cet état de méditation et comment les techniques nous préparent à la méditation. Mais là, vous avez déjà la logique de cette pratique-là. Donc, vous pouvez avoir l'impression que, d'une certaine façon, on répète le même ordre, mais c'est volontaire. On pourrait, pour s'amuser, changer l'ordre. Mais on sait que dans cet ordre-là, on va obtenir l'effet qu'on souhaite. Donc, ce n'est pas par hasard si, quand vous sortez du cours, vous êtes dans un état spécifique. Vous vous sentez bien, vous sentez qu'il s'est passé quelque chose. C'est l'intelligence, l'ingénierie derrière des techniques choisies et de l'organisation de ces techniques. On peut changer l'ordre des techniques pour obtenir un résultat différent. Si on change l'ordre, le résultat, l'effet obtenu n'est pas le même. Si vous vous décontractez avant de stimuler, vous n'obtenez pas le même résultat. Vous pouvez utiliser, si vous voulez comprendre cette logique d'ordre des facteurs qui donne un résultat différent, la métaphore suivante. Si je prends plusieurs produits de base, je prends du feu, je prends de la poudre, de l'eau et de l'huile, en fonction de l'ordre dans lequel je mets mes ingrédients dans mon récipient, je ne vais pas obtenir du tout le même résultat. Je commence par mettre ma poudre, puis de l'eau, et ensuite du feu, il ne va pas se passer grand-chose. Si par contre, je décide d'abord de mettre ma poudre et juste après le feu, par exemple, et ensuite de l'huile, le résultat va être complètement différent. C'est exactement les mêmes facteurs qui seront mis in fine dans mon récipient, mais en fonction de l'ordre dans lequel je les mets dans le récipient, je n'obtiens pas le même résultat. Pour votre corps, c'est un peu la même chose. Je stimule, j'amène beaucoup d'énergie derrière, je fais les techniques corporelles, j'obtiens un résultat. Vous voyez qu'on varie parfois des exemples de moments où on va changer l'ordre des techniques. On peut mettre la décontraction au début si on veut rentrer dans un état très profond de décontraction, éventuellement travailler la souplesse derrière, par exemple. On peut mettre la respiration juste avant l'exercice de méditation parce qu'on veut utiliser la respiration pour nous préparer, être dans un état très stable pour nous préparer à la méditation. Ce qu'on a fait dans le cours ce midi. Donc, on peut jouer avec cet ordre-là. Maintenant, si vous voulez un guide, suivez l'ordre. Si vous pratiquez chez vous, de vous-même, suivez l'ordre classique, vous serez sûr d'obtenir un bon résultat. Ça n'empêche pas de jouer. Plus on a d'expérience, avec les années d'expérience, on commence à ressentir et pouvoir changer un petit peu l'ordre en fonction de ce qu'on souhaite. Mais in fine, même après des années de pratique, on suit le même ordre. Au quotidien, je veux dire, dans notre entraînement quotidien, on suit le même ordre parce que c'est celui-là qui donne le plus de résultats. On peut éventuellement, si vraiment on pratique beaucoup, là c'est pour le niveau un peu fou furieux, avoir notre pratique complète d'1 heure quotidienne et après, quand on a déjà fait notre pratique complète d'1 heure, on a déjà l'alimentation complète, la ration complète de ce qu'il nous faut. Derrière, on peut faire plus d'une technique ou d'une autre technique ou dans l'ordre qu'on veut. Mais la base, à nouveau, régulière, on va toujours garder cette même ordre pour les raisons que je viens de vous expliquer. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ça va? Donc, vous savez qu'on a toujours la dynamique, qu'on a l'atelier ensemble aujourd'hui et la semaine prochaine, coaching de groupe là-dessus. Donc, vous aurez l'opportunité aussi de discuter sur les difficultés pour mettre en place, etc. Mais n'hésitez pas à poser les questions dès aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va faire maintenant très concrètement? On va passer chaque technique et là, vous pouvez noter un peu et commencer à construire votre propre pratique. Donc, que vous soyez débutant ou intermédiaire, vous commencez par l'intériorisation. Vous pouvez placer les mains en Shiva Mudra. La plupart d'entre vous connaissent le Shiva Mudra. Main droite sur la main gauche pour les hommes, main gauche sur la main droite pour les femmes. On s'assoit avec le dos droit et on commence à tourner l'attention à l'intérieur de soi. Vous pouvez le faire vraiment par vous-même sans aucun problème. Vous amenez l'attention sur vous et après, vous amenez l'attention sur le geste. Le geste va vous servir de rituel, entre guillemets, sans rien, bien sûr, de religieux, mais le rituel dans le sens habitude. Je réalise toujours le même geste, toujours au même moment. Et le fait de réaliser ce geste va me mettre dans un état d'esprit de concentration, de réceptivité. Donc, le fait d'avoir toujours le même geste au début de chaque pratique facilite énormément la pratique.
Quand vous aurez l'habitude de ce geste, vous êtes dans n'importe quelle situation, vous êtes à la plage, vous êtes chez vous, etc. Vous asseyez, vous placez vos mains dans ce geste, votre corps et votre psyché ont tout de suite compris que c'est pour se concentrer. Vous créez un réflexe conditionné. C'est en grande partie pour ça qu'on réalise toujours ce même geste au début du cours, pour qu'il vous permette très rapidement de vous mettre dans l'état idéal. Donc, vous commencez par ce geste. Combien de temps vous devez mettre dans votre pratique quotidienne? Là, c'est un peu le temps que vous voulez. Ça peut être entre 2 minutes, on va dire, pour commencer à créer l'état. Moins de 2 minutes, c'est un peu difficile. Entre 2 minutes et 10 minutes, par exemple. Pour un élève plus avancé qui voudrait vraiment vivre le geste et être dedans, on peut mettre 10 minutes. Pour un débutant, comme vous n'allez pas encore vraiment sentir les effets du geste, 2-3 minutes, ça suffit largement. Ensuite, on passe aux techniques de respiration. Les techniques de respiration, il en existe à peu près une 50aine dans notre méthode de techniques de respiration différentes. Mais il y en a 3 en particulier qui vont donner le plus de résultats et sur lesquels on se focalise davantage. Et c'est les mêmes que vous pouvez utiliser chez vous. La première, c'est la respiration rythmée. Quel rythme utiliser? Vous pouvez par exemple à votre niveau utiliser le rythme 1-2-1-0. On a vu dans d'autres ateliers, et on reverra à la fin du mois, tous les rythmes et l'implication de chacun des rythmes. Là, je vous donne un premier guide. 1-2-1-0, par exemple, comme rythme. 5 secondes, par exemple, pour inspirer, 10 secondes de rétention avec les poumons pleins, 5 secondes pour expirer, pas de rétention sans air. Et pour les plus avancés, rythme 1-4-2-0, par exemple. Bonne façon de débuter. Rythme 1-2-1-0, vous pouvez aussi utiliser le rythme 1-2-1-2, 1-4-2-0. Le plus important, ça va être pendant un certain temps d'avoir une respiration rythmée. Il y a des variations en fonction de chaque rythme, mais tous les rythmes que je vous ai donnés là vont amener une stimulation très intéressante. Ça, c'est la première technique respiratoire la plus importante. Respiration rythmée avec ou sans bandha, avec ou sans les contractions. Ceux qui connaissent les contractions, vous pouvez les rajouter. Ceux qui ne connaissent pas encore, faites encore quelques semaines de cours et vous allez découvrir. Ensuite, deuxième technique de respiration fondamentale, la respiration rapide. Et pour les débutants, on la fait beaucoup parce que l'effet, il est immédiat. Respiration rapide, la stimulation de votre corps, elle est immédiate. Vous allez la ressentir vraiment tout de suite. Troisième technique respiratoire extrêmement intéressante, la respiration alternée. On inspire par une narine, on garde les poumons pleins, on change de narine, on expire, on inspire, on garde les poumons pleins en changeant de narine, on expire, on inspire. Dans un premier temps, faites-le sans rythme. Pour les plus avancés, vous rajoutez un rythme dedans. Ces 3 techniques respiratoires sont exceptionnelles. Il y a beaucoup d'études dessus qui sont faites sur la respiration. Elles vont avoir un impact. On a découvert en neurosciences que la narine droite agissait sur la partie gauche du cerveau, la narine gauche agit sur la partie droite. Le fait de faire une respiration alternée pendant suffisamment longtemps stimule la connexion entre les différentes parties du cerveau. Donc, il y a des explications aujourd'hui scientifiques, mais en fait, ça fait des milliers d'années que ces techniques sont réalisées avec un grand succès. Là, vous avez vraiment le must du must. Faites ces 3 techniques-là. Mettez l'accent sur la technique de respiration rapide si vous voulez plus d'énergie. Si un jour vous voulez vous mettre plus en forme, vous sentez que vous êtes un peu fatigué, ou plus de joie également, parce que l'oxygène dans le cerveau va vous amener dans un état plus joyeux. Donc, un jour où vous êtes un petit peu moins en forme, on va dire, au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, beaucoup de respiration rapide. Si vous sentez étourdi, que vous êtes débutant, faites-le tranquillement. Ne forcez pas dans la technique. Ceux qui sont déjà habitués peuvent vraiment faire plusieurs minutes de respiration rapide sans aucun problème. Vous pouvez même le faire plusieurs fois dans la journée, il n'y a aucune contre-indication. Évitez de le faire debout, parce que quand vous n'êtes pas encore habitué, si vous êtes étourdi et que vous êtes debout, ce n'est pas recommandé. Maintenant, si vous avez déjà un certain nombre d'années d'entraînement, peu importe la situation, évitez de le faire au volant aussi, pour les mêmes raisons. Respiration profonde, oui, éventuellement, au volant, sauf si ça vous demande trop d'attention. Respiration rapide, uniquement dans des situations où il n'y a pas de risque autour de vous. En soi, le fait de se sentir étourdi n'est absolument pas un problème. C'est juste le cerveau qui indique qu'il a beaucoup d'oxygène. Ce n'est pas un problème. Donc, vous mettez l'accent sur la respiration rapide quand vous voulez plus d'énergie. Vous mettez l'accent sur la respiration alternée quand vous voulez rentrer dans un état plus stable. Un jour, vous vous sentez assez dispersé. Un jour où vous voulez plus de tranquillité, plus de calme, la respiration alternée est excellente. Les résultats que chacun va obtenir dépendent
de nos appétences, de nos caractéristiques personnelles. Donc, certains vont adorer la respiration rapide, d'autres vont adorer la respiration alternée. Faites aussi ce qui vous donne le plus de plaisir dans ces 3 respirations. Et vous pouvez, dans une pratique, en faire 2 des 3, par exemple. Vous faites respiration rythmée et respiration rapide. Ça, c'est excellent. Ou éventuellement, respiration rapide et respiration alternée. Ou les 3. Si vous avez un peu de temps, les 3, c'est excellent aussi. Donc là, le temps pour faire la respiration, c'est très variable aussi. Vous allez voir qu'avec les temps que je vais vous donner, vous allez pouvoir vous faire une pratique de 15 minutes, comme une pratique d'une demi-heure, voire une pratique d'1 heure. Donc, pour la respiration, ça va de 3-4 minutes pour avoir une bonne technique de respiration à éventuellement 10 minutes. Si vous êtes plus avancé et que vous voulez plus de temps, n'hésitez pas à faire plus longtemps. On peut faire jusqu'à 20 minutes de respiration sans aucun problème. Vas-y, Patricia. Il faut activer ton micro. J'avais juste une curiosité par rapport à la respiration. Tu sais, où on met la tête en arrière en touchant la langue avec le palais. Quelle spécificité elle apporte? Donc, ça s'appelle cette technique en sanskrit les bandhas. Ce sont des contractions de plexus et de glandes différentes dans le corps. En fait, ça se rajoute à la technique. C'est-à-dire la technique reste la technique de respiration rythmée, respiration complète avec rythme. Mais pour intensifier l'effet à l'intérieur de notre corps, il y a différentes positions en effet qu'on va adopter qui vont stimuler le corps. La langue sur la partie molle du palais va aller stimuler des glandes dans notre cerveau qui apparemment sont très intéressantes. Le fait d'amener la tête en arrière et en avant va stimuler la thyroïde notamment. C'est une technique qui, lorsqu'on ne veut pas trop perdre de poids, on va pas rester trop longtemps dans les positions, même les techniques corporelles avec la tête en arrière, parce que ça stimule la thyroïde. Si au contraire, on a envie de stimuler davantage notre corps dans ce sens-là, c'est une technique qui est intéressante. Au niveau du ventre, ça va stimuler toute la région des organes à l'intérieur du ventre. Et contraction des sphincters de l'anus et de l'urètre, ça va stimuler une région extrêmement intéressante au niveau du bassin. On a beaucoup d'énergie. Donc, ce n'est pas par hasard. Chaque contraction, elle est très intéressante. Et donc là, en effet, inspiration, la langue sur la partie molle du palais, expiration. Mais je ne vais pas l'expliquer ici parce que vous allez le faire dans les cours. Vous allez faire dans les cours pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et voilà l'intérêt. Ça rend la technique beaucoup plus puissante. Donc, certains jours, on va le donner dans des cours déjà avancés. On ne va pas le donner tout le temps parce que parfois, les techniques qu'on choisit elles-mêmes sont déjà très fortes. La visualisation où on veut vous focaliser sur autre chose. Mais physiologiquement, techniquement, rajouter les contractions rajoute vraiment une intensité beaucoup plus grande à la technique. Donc, on en était à la respiration. Donc, vous avez vos 5-10 minutes, on va dire, de respiration. Un peu moins si vous voulez une pratique très, très condensée. Ensuite, vous avez les techniques de purification. Techniques de purification, à nouveau, pour ceux qui n'ont pas fait encore les cours d'1 heure, vous allez découvrir dans les cours d'1 heure les techniques de purification. On en a 3 principales, mais celle qu'on va privilégier au quotidien, c'est celle du ventre. Technique de stimulation des organes à l'intérieur du ventre. Vous faites cette technique-là pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Ça, c'est excellent. Vous pouvez, si vous sentez le besoin un jour ou un autre, on a des techniques de stimulation des yeux, stimulation des sinus en fonction de la journée, vous pouvez l'utiliser. Vous avez besoin, vous avez envie de stimuler vos yeux, vous faites les techniques de purification des yeux. Vous avez envie de dégager vos sinus, vous faites les techniques de purification des sinus. Mais sinon, le travail un peu, le nettoyage un peu quotidien au niveau des organes du ventre. Technique corporelle. Comment est-ce qu'on va choisir les techniques corporelles? On va choisir les techniques corporelles qu'on va faire en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est les mouvements de la colonne vertébrale. Vous allez mettre dans votre pratique tous les mouvements de la colonne vertébrale. Flexion en avant, flexion en arrière, torsion et flexion latérale. Donc, tous les mouvements possibles pour la colonne. En avant, en arrière, latérale et torsion. Donc, la colonne reste droite, mais on fait le mouvement de torsion du corps autour. Donc, c'est pour ça que dans les cours de 30 minutes, ça peut vous paraître anodin de faire ce travail-là, mais on est déjà en train de faire un travail intéressant. On fait souvent flexion en arrière, en avant, en arrière, torsion. Et donc ça, à nouveau, vous l'avez déjà dans les cours de 30 minutes, vous allez l'approfondir dans les cours d'1 heure.
Quand je vous rappelle, ceux qui n'ont pas encore fait les cours d'1 heure, n'hésitez pas à m'écrire, je vous donne l'accès. À partir du moment où vous avez fait un certain nombre de cours de 30 minutes, vous avez accès aussi au cours d'1 heure. Il faut juste que je vous débloque l'accès. Et vous allez avoir l'ensemble de ces techniques-là. Donc, on a tous les mouvements de la colonne. Ça, c'est la première chose dont on a besoin. À l'intérieur de tous ces mouvements de la colonne, lesquels sont les plus importants? La flexion en avant. Celle qui va apporter le plus de résultats physiologiquement, c'est la flexion en avant. Parce qu'on amène de l'énergie vers la tête, notamment. Ce dont votre corps a besoin pour fonctionner, c'est tout le torse. Là où vous avez le plus d'organes vitaux et vous avez votre fonctionnement le plus fort dans le corps, ce n'est pas dans les bras, ce n'est pas dans les jambes, c'est dans le torse et la tête. Et les flexions en avant vont avoir un effet très profond de stimulation du torse. Donc, on met l'accent, si on veut un résultat, si on veut accélérer, on va dire, donner plus d'intensité à la pratique, on va mettre l'accent sur les flexions en avant. Les flexions en arrière servent à un certain nombre de choses, mais notamment à compenser les flexions en avant pour que le travail soit équilibré, flexion en avant et flexion en arrière. Vous pouvez par exemple faire 3 fois plus de flexion en avant que flexion en arrière, en nombre ou en durée. Vous pouvez par exemple rester 3 minutes dans une flexion en avant, 1 minute dans une flexion en arrière. Là, vous aurez une bonne proportion. Torsion, flexion latérale. À partir du moment où vous avez tous les mouvements de la colonne, le travail va être équilibré. Peu importe les positions que vous choisissez. Je pourrais vous envoyer un certain nombre de positions. Je pourrais vous envoyer des fiches après cet atelier. Écrivez-moi et je peux vous envoyer une fiche un peu de base avec des positions que vous pouvez faire si vous n'avez pas encore l'habitude des positions. Donc, on va avoir tous les mouvements de la colonne. Et ensuite, le deuxième critère qu'on va choisir pour une pratique quotidienne, c'est d'avoir des positions debout, assises et allongées. Le résultat sur le corps n'est pas le même si on fait que des positions debout, ou que des positions assises ou que des positions allongées. Pour le cours de 30 minutes, on reste beaucoup assis. Mais si on veut vraiment commencer à s'entraîner quotidiennement de façon profonde, on va essayer d'avoir des positions debout, assises et allongées. Dans le cours de 30 minutes, on fait surtout assis et allongé, puisqu'à la fin, on fait la décontraction. Et si on veut une pratique vraiment complète, on va avoir ces 2 critères-là. Pour avoir ces 2 critères-là, vous pouvez faire à peu près 6 positions. Flexion en avant, flexion en arrière, torsion, flexion latérale. Et on va finir en général par une inversion. C'est extrêmement intéressant de finir votre séquence par une inversion. Vous avez stimulé tout votre corps et vous amenez l'énergie du sang vers la tête, qui est la partie du corps qui va, lorsqu'elle est stimulée, nous permettre d'atteindre un haut niveau de concentration. Donc, à partir du moment où vous avez cette structure dans les techniques corporelles, et à nouveau, pour les tout débutants, demandez-moi, je vous accompagnerai de façon un peu plus personnalisée pour commencer à construire vos premières pratiques. Mais vous avez déjà les éléments que je vais choisir derrière pour choisir pour vous les techniques. À l'intérieur de ce guide-là, vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous, dans une pratique, vous avez bien tous les mouvements de la colonne, position assise, debout, assis, allongé, on peut rajouter des positions de force, on peut essayer de travailler plus les bras, plus les jambes, plus la souplesse de telle façon. Vous pouvez vraiment ensuite adapter en fonction de ce que vous souhaitez entraîner dans votre corps. Ça va pour les techniques corporelles? Les techniques corporelles en tant que telles, c'est un sujet vaste. On pourrait prendre 1 heure uniquement pour parler de ça. Là, je vous donne vraiment les principes fondamentaux pour pratiquer chez vous sans risque. Faites des positions que vous connaissez déjà. Respectez toujours le bon sens. Faites attention en particulier aux flexions en arrière. Ne forcez pas dans les flexions en arrière. C'est une des seules positions qui, physiologiquement, n'est pas complètement naturelle. Si on pose un stylo par terre et que vous souhaitez le ramasser, vous allez faire une flexion en avant. Vous n'allez pas faire une flexion en arrière pour le ramasser. Peu de personnes se mettent à tomber en arrière pour attraper le stylo et remonter. Donc, naturellement, notre colonne se penche plus facilement vers l'avant. Donc, quand vous faites des flexions en arrière, c'est important de les faire pour qu'on ait une pratique équilibrée, mais faites-le avec parcimonie, en étant particulièrement attentif. On va forcer dans aucune technique. Et soyez particulièrement attentif aux flexions en arrière. D'ailleurs, dans les flexions en arrière, les seules fois où on se fait mal, c'est pour les gens qui aiment beaucoup les flexions en arrière en réalité, parce qu'elles peuvent être très agréables, notamment quand on est déjà assez souple. Les flexions en arrière peuvent être très agréables et du coup, on a tendance à exagérer un peu dedans. Il faut faire un petit peu attention. Sinon, si vous faites la pratique comme on l'a fait ensemble dans les cours, il n'y a pas tellement de mystère. Mais à nouveau, n'hésitez pas à échanger avec votre professeur responsable pour avoir vraiment les détails de votre pratique. Une fois qu'on a fait, donc au niveau des techniques corporelles,
Combien de temps pour les techniques corporelles? Je dirais que pour débuter, vous pouvez rester 1 à 2 minutes dans chaque position. Flexion en arrière, qui est un peu difficile, 30 secondes par exemple. Donc, ça va donner une pratique de 5 minutes au minimum, et là, qui peut aller jusqu'à 20 minutes, 30 minutes, une technique corporelle sans aucun problème. Donc, on va dire entre 5 minutes et 30 minutes en fonction de ce qu'on a envie de travailler. Ensuite, la décontraction. Dans la décontraction, il n'y a pas tellement de mystère. Vous pouvez faire les enregistrements que je vous ai déjà envoyés. Si vous en voulez d'autres, vous pouvez m'en demander, on en a plusieurs. Là, c'est plus une question de durée. Il y a les durées entre 5 et 8 minutes qui sont déjà une bonne décontraction, et puis les durées un peu plus longues quand vous voulez vraiment une décontraction profonde. Un jour où vous sentez que vous êtes fatigué, par exemple, et vous voulez vous sentir mieux, une décontraction de 15 minutes comme celle que je vous ai envoyée est un très bon outil. Transformer un peu votre journée. Vous sentez qu'en allant dormir, par exemple, ça ne va pas vous faire du bien, vous n'allez pas forcément bien vous réveiller. Une décontraction, on reste éveillé et en même temps, on amène le fait de se recharger, de se sentir bien, donc ça va être intéressant. Vous en profitez pour faire votre exercice de visualisation, soit vous écoutez une visualisation que je vous donne, qu'un autre professeur vous donne, ou vous utilisez votre propre visualisation, la chose qui est la plus importante pour vous, que vous imaginez de façon concrète, de façon forte. Et vous finissez par l'exercice de méditation, concentration et méditation. Là, le seul détail, c'est de choisir votre objet de méditation, un objet qui vous convient. On en parle déjà beaucoup dans les cours. Choisissez un objet simple, que ce soit une image ou un son. Prenez une image ou un son qui sont simples, où c'est facile de se le représenter, c'est facile de se concentrer dessus. Parce que la difficulté de l'exercice ne doit pas être de créer l'image ou de créer le son, mais de rester concentré dessus. Et là, le temps que vous pouvez faire, vous pouvez commencer par 1 minute. Si vous avez déjà quelques semaines, quelques mois de pratique, vous pouvez passer à 2 minutes. Et après, si vous voulez aller plus loin, passez à 3 minutes, 5 minutes maximum à votre niveau, là, au niveau des gens qu'on a dans l'atelier aujourd'hui. 5 minutes maximum de méditation, c'est largement suffisant. Pourquoi je dis ça? Pour 2 raisons. Si on fait plus longtemps que 5 minutes, ça peut être très désagréable. Si je vous dis maintenant tout de suite, on va faire 10 minutes de concentration sur un seul objet, ça peut être très désagréable. Et si à l'inverse, c'est très agréable, c'est possible que vous soyez plutôt dans un mode d'illusion que de concentration, dans un mode où vous ne voyez pas le temps passer. On peut rentrer dans un mode en concentration, on ne voit pas le temps passer, ce n'est pas ça qu'on recherche. Il faut au contraire être présent, être actif. Et donc, en étant présent, actif, quand on est débutant, plus de 5 minutes, c'est trop long en termes de méditation. Donc, si vous voulez vraiment, vous dites, j'ai envie d'aller plus loin sur la partie méditation dès maintenant, 5 minutes tous les jours, c'est excellent. C'est la répétition, la régularité qui va nous donner des résultats, plus que le fait de faire beaucoup en une journée. Si un jour vous êtes très enthousiaste et que vous faites 3 heures de pratique, pourquoi pas? Mais ça ne va pas donner de résultats intéressants si le lendemain, vous ne pratiquez pas. C'est beaucoup plus efficace de faire 30 minutes, 1 heure par jour, tous les jours. On rajoute une petite goutte d'eau à chaque fois, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau. Et au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, on va avoir un résultat très intéressant. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire tous les jours 1 heure que de faire 7 heures, si je prends l'extrême, 7 heures en une journée. Le résultat va être bien plus intéressant parce qu'il est assimilé, il est métabolisé et le lendemain, vous approfondissez. On me demande souvent à quel moment de la journée on doit faire la pratique quotidienne. Peu importe, quand vous voulez. Le seul élément à prendre en compte, c'est que ce n'est pas agréable de le faire. On n'a pas le même rendement quand on le fait après manger, parce que votre corps utilise une grande partie de l'énergie à digérer. Hormis ça, l'important, c'est que ce soit régulier. Il y a des gens qui le font le matin au réveil, vraiment en se réveillant, en sortant du lit, s'assoient dans le lit, ils commencent déjà à faire leur pratique. On peut le faire juste après la douche. Ça marche très bien. Actuellement, c'est ma routine. Douche et après pratique d'1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. À nouveau, ça dépend des objectifs de chacun. Trouver un peu vous voyez que j'ai donné un peu des options assez larges pour que chacun puisse choisir ce qui lui convient. Donc, le matin, le midi avant de déjeuner, pourquoi pas, ce qu'on fait souvent ensemble, 12h30. J'espère que vous ne déjeunez pas avant le cours de 12h30. Je ne vous ai jamais demandé ça. Et si vous faites le sandwich, après le cours et pas avant le cours. Le résultat du cours n'est pas du tout le même.
On a choisi 12h30 pour qu'à 13h, vous déjeuniez et pas déjeuner à midi pour faire le cours à 12h30. Ça vient de m'arriver dans la tête. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà mangé juste avant le cours. Ce n'est pas grave en tant que tel si un jour vous devez le faire. Mais en termes de résultats, vous allez obtenir des meilleurs résultats si vous le faites après. Le soir, ça marche très bien aussi avant le dîner, 17h, 18h, 19h, ou le soir avant de se coucher. Donc, vous voyez que les seuls moments où je mets pas de possibilité de pratique, c'est juste après avoir mangé, parce que c'est là que j'ai moins de résultats. Mais sinon, ce qui fonctionne pour vous, il y a des gens qui pratiquent très bien le soir, parce qu'ils sont très éveillés le soir, il y a des gens qui pratiquent très bien le matin, et qui ne jurent que par le matin, qui vous disent « il faut pratiquer le matin ». Pas de « il faut », c'est vraiment individuel, personnel. Testez et voyez ce qui fonctionne pour vous. Qu'est-ce qui va donner sa force, sa profondeur à la pratique? Qu'est-ce qui fait qu'une pratique est plus ou moins forte ou plus ou moins avancée? Ce n'est pas forcément les techniques choisies. Certes, il y a des techniques plus avancées, des rites plus avancés, des techniques corporelles plus avancées, etc., qui sont plus intenses. Mais ce qui va donner l'intensité de la pratique, c'est avant tout votre niveau de concentration. Si vous êtes présent dans ce que vous êtes en train de faire. La même pratique faite en étant dispersé, en étant concentré, n'a pas du tout le même résultat. Si vous êtes dispersé, ça ne vous empêche pas de pratiquer, puisque c'est justement la pratique qui va vous permettre de vous concentrer mieux. Donc faites-le quand même, mais jour après jour, le niveau de concentration doit s'améliorer. C'est d'ailleurs un bon indicateur. Quand vous pratiquez assez régulièrement, vous pourrez percevoir dans quel état vous êtes. Au quotidien, on ne sait pas forcément si on est dispersé ou pas. Dès qu'on commence notre pratique, on ferme les yeux. Là, on voit dans quel état on est. On voit si on est concentré, on voit si nos pensées commencent tout de suite à partir dans tous les sens. Donc, le premier élément de la force de la pratique, c'est la concentration. Peu importe la technique. Dans les techniques de respiration, si vous êtes pleinement concentré dedans, la technique va être extraordinaire. Si vous êtes très dispersé, la technique va être juste au niveau physiologique. Vous allez avoir plus d'oxygène, c'est déjà bien. Mais la profondeur de la technique s'obtient par la concentration. Deuxième élément qui va donner sa force de la pratique, c'est votre capacité à créer une réalité mentale, capacité de mentalisation. Si vous créez des bonnes mentalisations dans chaque technique, elle va être très puissante. Technique de respiration, on imagine l'énergie, on imagine qu'on gagne en force. Dans toutes les techniques, technique de force, on peut imaginer que notre corps gagne en force. Technique de souplesse, on peut imaginer que notre corps s'assouplit, se détend. Tout ce que vous allez créer mentalement, c'est ça qui donne la force à la pratique. C'est pour ça que dès le début, dès les premiers cours, on ne vous dit pas juste de faire la respiration. Tout de suite, on vous demande de vous concentrer, de rajouter une visualisation, parce que c'est ça qui va donner toute l'amplitude à la pratique. Et le dernier élément, et pas des moindres, qui donne toute sa force à la pratique, c'est l'envie de le faire, le dévouement à ce qu'on est en train de réaliser. On parle en sanskrit de bhava. Bhava, ça veut dire l'inclinaison, le dévouement à faire quelque chose. C'est le sentiment que met l'artiste lorsqu'il est en train de réaliser une œuvre. Un danseur qui est en train de danser, il le fait en mettant toute son âme. C'est faire avec amour ce qu'on est en train de faire. Si vous faites juste machinalement parce que vous savez que c'est l'heure de votre cours et vous faites toutes vos techniques, l'effet est à un certain niveau. Si vous le faites parce que vous avez très envie de le faire, vous arrivez dans aujourd'hui, je vais faire une pratique, j'ai envie de pratiquer, la saveur et l'intensité de la pratique est complètement différente. Donc, l'ingrédient émotionnel, en fait, est très important. Pas émotion dans le sens instabilité, mais émotion dans le sens envie de faire, direction vers la pratique, d'avoir vraiment, voilà, là, c'est mon temps réservé pour moi. Dans ce sens-là, c'est important les conditions que vous créez, surtout pour quand vous débutez, les conditions que vous créez autour de vous pour pratiquer sont importantes. Est-ce que j'ai vraiment ce temps pour moi? Est-ce que éventuellement, je vais être dérangé ou pas? Est-ce que mon téléphone est encore allumé? Tout ça, c'est des fondamentaux pour que vous sachiez que vous avez cette 30 minutes, cette heure devant vous qui n'est consacrée que pour vous et vous êtes dedans. À partir du moment où vous arrivez à mettre en place cette attitude, les résultats seront beaucoup plus intéressants. Je parle beaucoup de résultats. Quels sont les résultats que je recherche? Principalement, gagner en niveau de vitalité et en concentration. Il y a des conséquences de la pratique comme mieux gérer le stress, se sentir mieux, mais c'est juste des conséquences, ce n'est pas l'objectif. L'objectif qu'on cherche, c'est atteindre un haut niveau de concentration pour gagner en conscience, gagner en lucidité, gagner en présence. Quand je dis on va avoir un bon résultat, c'est qu'on va avancer dans cette direction-là. Au passage, on va mieux gérer le stress, on va se sentir mieux. Ce n'est pas l'objectif, c'est juste une conséquence
On a besoin de se sentir bien pour atteindre un haut niveau de concentration. Et après, il nous reste la question qu'avait posée Caro au début. Je m'y mets pendant quelques jours parce que je viens de suivre, après cet atelier, peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de dire « Ah, je vais essayer de pratiquer de façon quotidienne. » Et qu'est-ce qui risque de se passer? Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on arrête un jour. Il y a un jour où il se passe quelque chose. À l'époque où l'école était que en physique, qu'est-ce qui se passait ce jour-là? C'est qu'il pleut. Vous avez l'habitude de venir tous les jours dans votre école faire la pratique, mais ce jour-là, il pleut. Et vous n'y allez pas parce qu'il pleut. Sauf que du coup, vous cassez votre dynamique de routine. Et la probabilité pour que le jour suivant, vous ne le fassiez pas est assez grande. Même si on a maintenu assez longtemps quelque chose, lorsqu'on saute une journée, la probabilité que la deuxième journée soit sautée aussi est assez grande. Puis une semaine, puis 2 semaines. Donc, c'est très facile de faire 3 semaines d'affilée et ensuite de rater pendant 2 semaines. Donc là, il va falloir faire preuve de force de volonté. Il faut voir quelle est l'importance de ces techniques pour vous. À nouveau, c'était mon point de départ au début. Quel est votre objectif? Si votre objectif est simplement de vous sentir bien, faites-le 2 fois par semaine. Ne ratez pas non plus dans ces 2 fois par semaine parce qu'il va y avoir la même dynamique. Si vous ratez une semaine, la tendance est que vous n'ayez pas la semaine d'après. Si vous maintenez votre régularité, ça va fonctionner. L'idéal pour ceux qui pratiquent 2 fois par semaine, c'est d'avoir vos jours réglés. Vous n'avez pas à vous poser la question. Tel jour et tel jour, vous savez que vous faites votre pratique. Comme ça, on rentre dans une bonne dynamique. Pour ceux qui le font de façon quotidienne, comme tu le disais, Caro, au début, c'est un peu comme se laver les dents. Il faut que ça rentre dans votre routine et que vous ne posiez pas de questions. À telle heure, à tel moment de ma journée, je me douche, je fais mes exercices pendant tant de minutes. Si vous êtes obligé de prendre la décision de faire preuve de volonté pour le faire, il y a des jours où vous ne le ferez pas. Notre pratique est extrêmement agréable, mais elle amène de l'introspection. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'amener l'attention sur soi. Il y a des jours où on n'a pas envie d'être trop lucide, trop conscient. Un jour, on ne se sent pas très bien, on n'a pas très envie d'être attentif. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se pose devant une série qui va nous disperser, qui va nous éloigner de nos sensations. Mais on finit la série, on est dans le même état en général. Donc, amener l'attention sur soi, on n'a pas toujours envie de le faire. Et donc, c'est aussi pour ça que mettre en place une pratique régulière demande une certaine discipline. Mais c'est valable pour toutes les routines. Faire de la peinture quotidiennement demande aussi une forme d'introspection, demande une forme d'engagement vis-à-vis de soi. Et il y a des jours où on va avoir la flemme de le faire. Donc, il faut aller chercher un peu le pourquoi derrière, et pourquoi qu'il y a à nouveau l'évolution, le fait de se réaliser avec ces techniques. Tous les gens qui le font quotidiennement découvrent vraiment la puissance que ces techniques ont pour leur quotidien, de transformation, d'évolution. Je connais personne qui a fait ces techniques tous les jours et qui n'a pas été impressionné par l'impact que ça avait en termes évolutifs, de bien-être, de réalisation, de niveau de concentration. Et après, en effet, toute la difficulté, ce qui va faire toute la différence, c'est est-ce qu'on est capable de le maintenir pendant 3 semaines, est-ce qu'on est capable de le maintenir pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que plus vous le faites, plus c'est facile de le faire. Quand vous avez enchaîné plusieurs jours, vous l'avez fait, votre corps vous le demande. Vous avez envie presque de pratiquer. Il y a les jours à nouveau où je disais qu'on n'a pas trop envie de faire de l'introspection, mais ce n'est pas grave. Dans ces jours-là, faites d'autres techniques qui ne sont pas trop dans l'introspection. Quelques techniques de force, un peu de respiration rapide. Jouez avec les techniques qui sont plus faciles pour vous, qui sont plus agréables pour vous pour les jours où vous avez un peu moins envie. Et les autres jours où vous avez vraiment, vous sentez là, j'ai envie de faire une bonne pratique, là, vous allez vraiment faire la pratique complète. Et après, c'est un peu un mystère difficile à résoudre, Caro, que cette question de l'inconstance de l'être humain. Donc, on n'a pas vraiment de solution miracle. De la même façon qu'on n'est pas capable pendant 1 minute de rester concentré, on a beaucoup de mal à revenir à la même chose de façon quotidienne. Ça dépend des cultures aussi. D'une culture à l'autre, il y a plus ou moins cette notion de répétition, de discipline. Dans les cultures asiatiques, notamment, ils ont beaucoup plus incrusté dans la culture l'idée qu'on va obtenir des choses par la régularité, beaucoup moins dans nos cultures. Donc, on va devoir faire un effort supplémentaire. Et cet effort supplémentaire, je crois qu'il vient quand on a vraiment envie. Quand on se dit, j'ai envie d'aller voir. Là. On parle beaucoup, OK, ça a l'air intéressant. Je pense que si vous êtes tous là, vous avez
commencer à goûter un petit peu. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Pour aller voir ce qu'il y a derrière, il faut une certaine régularité. On va sentir en tout cas la différence assez rapidement. Ceux qui vous faites 2 semaines de pratique quotidienne, en principe, si elle est faite avec les critères que je vous ai donnés ici, une bonne pratique complète, pas juste une pratique utilitaire, c'est-à-dire les moments où vous faites juste les techniques parce que vous avez envie de vous booster un peu en 5-10 minutes, là, vous n'allez pas obtenir le même niveau d'effet. Vous allez obtenir l'effet boost. Et pour avoir une profondeur dans la technique, il faut avoir un peu plus de contenu. Vas-y, Alessandro. Euh, Moi, d'habitude, quand je prends une technique ou une routine, j'ai toujours un but ou un true north pour savoir dans quelle direction je vais. Avec cette routine, je me demande est-ce que c'est quoi mon objectif à la fin? C'est où est-ce que je devrais arriver parce que je pourrais continuer et puis juste pour le plaisir, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a un objectif ou quelque chose à la fin? S'il faut, après, pas besoin à la fin. Oui, il y a un objectif. L'objectif, c'est l'état de méditation. On s'entraîne pour un jour entrer en état de méditation. L'état de méditation est un état de plus de lucidité, plus de conscience, plus de présence. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que je voudrais être plus présent? Là, je n'ai pas de réponse. C'est un peu la même chose que pourquoi est-ce que je veux vivre pleinement ou pourquoi je veux me réaliser pleinement. Pour certains, ça parle évidemment. On dit, bah oui, plus de lucidité, plus de conscience, je veux ça pour ma vie. Et auquel cas, welcome pour qu'on s'entraîne ensemble. Ou si vous dites non, j'ai envie de ça juste un peu comme un complément de temps en temps aussi, ça fonctionne très bien. Donc la finalité, elle est là. La finalité, c'est la lucidité, conscience. Ça va se traduire notamment par plus de perception, plus de sensibilité, plus de connexion, plus de plaisir au quotidien. Ça va avoir un impact assez large. Donc, après, on nous demande aussi souvent, on demande souvent au professeur, quel impact ça a eu pour votre vie? C'est difficile à dire en 13 ans parce que on vit un tas de choses par ailleurs. Méthode de Rose ou pas méthode de Rose, 13 ans de vie, il se passe tellement de choses que c'est difficile d'indiquer. Par contre, dans les premiers mois, 6 premiers mois, première année, pour moi, ce que j'ai le plus senti, c'est ça. Développement de la sensibilité, une connexion aux gens autour de moi, une capacité de la saveur, on va dire, plus de couleurs, plus de saveur, plus de clarté. Et pour moi, en soi, c'est un but en soi, en fait. Mais tu as posé un élément intéressant, c'est que d'une certaine façon, il faut le faire pour le plaisir de le faire. Comme on va peindre, par exemple, comme on fait un art. On fait de la danse parce qu'on aime danser. Ça va nous apporter, ça va nous faire évoluer, ça va nous faire grandir, mais parce qu'on aime ça. Et après, ça n'empêche pas, pour commencer à découvrir un peu tout ça, de se fixer un objectif, de dire, tiens, là, je vais atteindre telle position, ou on fonctionne beaucoup comme ça. Donc, on peut se driver de cette façon-là, on peut se créer des défis ensemble, de se dire, on va prendre un défi en groupe, on va tester cette régularité. Ça va aider beaucoup. Parce qu'en effet, là, je te décris le résultat en effet d'un certain nombre d'années, mais enclencher ça au début, c'est pas évident. Pour ma part, les premiers mois, je faisais pas quotidiennement. J'ai commencé au bout de, je pense que ça faisait déjà 4-5 mois que je faisais les cours où j'ai commencé à pratiquer beaucoup plus régulièrement et quotidiennement. C'est une décision que j'ai prise. J'avais déjà quasiment 1 an de pratique. Je me disais, non, maintenant, je vais prendre vraiment quotidiennement. Ouais, en fait, j'arrive pas à avoir, disons, ce moment-là, dans le sens, je vais le faire quotidiennement. Je l'ai fait pendant une période, mais il y a, comme tu as dit, si une fois tu tombes, c'est plus probable que tu vas tomber après. Moi, j'ai fait pendant 6 mois tous les jours, et puis j'ai arrêté, et puis c'est pas redevenu à zéro, mais je faisais de temps en temps. Mais c'était pas du tout là. J'étais content quand même avec ce genre de rythme. Donc, je me force. J'ai pas l'impression de vouloir me forcer à continuer Il y a des, au rythme quotidien. il y a des moments dans notre vie. Alors, j'ai beaucoup parlé de la pratique quotidienne parce que c'est notre thème d'aujourd'hui, mais il y a vraiment la liberté totale de le faire au rythme que vous le souhaitez. C'est des moments dans notre vie. Donc, le rythme 2 fois par semaine avec des bons résultats, c'est Mm. excellent. J'ai vraiment aucune contre-indication là-dessus. Après, il y a un autre élément dont on avait déjà discuté aussi, Alessandro, c'est la question d'avoir un groupe aussi avec lequel on le fait. C'est ça qui va aider aussi à maintenir dans le temps. Le fait d'avoir des cours, je vous disais qu'on va vous transmettre vraiment tous les outils que vous pouvez pratiquer par vous-même, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir le cours, de se connecter au cours. Les deux sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est que vous ayez les deux. Vous avez le cours
pour vous apporter des nouvelles informations, pour qu'on s'oriente entre nous, qu'on avance ensemble. Et votre pratique seule, elle a une saveur particulière parce que le niveau d'introspection qu'on peut y amener, le temps que vous allez utiliser pour les techniques est celui que vous voulez faire sur le moment. Quand vous suivez un cours, c'est un rythme qui vous est dicté par le professeur. Alors que quand vous faites votre propre pratique, c'est vous qui choisissez le rythme. Et vous n'avez pas besoin de mettre un chronomètre. Faites votre technique, faites la respiration. Et quand vous voulez passer à la technique d'après, vous passez à la technique d'après. Mais imaginez un jour où vous sentez que la respiration est extraordinaire dans un cours qu'on vous donne. Et le prof, il dit, voilà, maintenant, on passe à telle autre technique. Et vous auriez envie de passer encore 5 minutes à respirer. C'est pour ça que la pratique seule, elle est très intéressante. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux. D'avoir pas mal de pratiques en groupe et d'avoir sa propre routine à la fréquence que vous souhaitez. Merci. Dernière question, il est déjà 19h02, on va avoir notre cours pour les intermédiaires maintenant. Je vous laisse si vous avez encore une question finalisée. Ma question à moi, c'est qui a envie de tester, qu'on teste ensemble, qu'on se fasse un petit fichier pour mettre si on a fait une pratique quotidienne ou pas. Qui a envie ici de se dire, je teste là, on va dire au mois de juin. On prend le mois de juin et on se fait, il y a combien de jours au mois de juin, 30 ou 31? Je fais la même chose en général que Romain. Ça fait combien? 30? 30, t'as dit? Donc, objectif 30 pratiques au mois de juin. Donc, j'ai Mathilde, tu as levé la main, c'est ça? Allez-y, levez la main ceux qui ont envie de tester. Patricia, Caro, Mathilde. OK. On va tester ensemble 30 pratiques au mois de juin. Pour les autres, faites le nombre que vous voulez. Dites-vous, si je fais déjà 10 ou 15 dans le mois de juin, vous allez déjà avoir un résultat intéressant. Et après, vous me tenez au courant. Vous me dites comment ça s'est passé. Juste, quand tu dis 30, tu parles que des pratiques seules ou des pratiques… Non, en comptant les pratiques qu'on fait ensemble. Okay. Voir qu'est-ce qui se passe quand on fait une pratique par jour, peu importe le temps de cette pratique. Ça peut être 10 minutes, les jours où on n'a pas beaucoup de temps, ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes. Très bien. Semaine prochaine, coaching de groupe sur ce sujet. On étendra aussi un petit peu à la question de routine, pas seulement dans la pratique, mais routine aussi de votre quotidien, de maintenir des routines qu'on souhaite, quelles sont les routines pour se sentir bien, et on discutera sur ce thème de façon plus large. Votre propre pratique, mais aussi routine quotidienne en général. Du coup, merci pour votre présence, votre attention. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci, bonne soirée.